sortir les majorants. Alors, comment comprendre les majorants? On avait dit clairement dans le cours, c'est précisé. D'accord? Les majorants sont tout simplement, en fait, ok, tous les éléments qui sont plus grands. D'accord? Si je prends un élément dans l'ensemble, je dois pouvoir dire que donc cet élément est toujours plus petit, d'accord, qu'un nombre m par exemple. Et ce nombre m là sera appelé un majorant. Ok, pour tout x par exemple que je prends dans 0,1 intersecté avec q, donc dans cet ensemble-là, je dois être capable de dire qu'il y a un grand m tel que ces éléments-là, tous ces x que je prends dans cet intervalle, soient forcément plus petits, toujours plus petits que ce grand m. Alors ce grand m vérifie la propriété d'être un majorant. Donc ici, c'est clair que dans cet intervalle, dans cet ensemble qu'on interprète comme étant l'ensemble de tous les rationnels qui sont entre 0 et 1, puisque c'est 0, 1 intersecté avec Q, 0, 1 intersecté avec l'espace des rationnels, donc ça veut dire que c'est les rationnels qui sont entre 0 et 1. Donc c'est clair que 1 fait partie des majorants. Il fait partie des plus grands éléments. Ok? Il fait partie des plus grands éléments. Ça veut dire que tout élément que je prends dans cet intervalle, dans cette expression, dans cet ensemble, 0, 1 inter Q, ben cet élément est forcément plus petit ou égal à 1. Parce qu'on est dans l'intervalle et on y prend tous les rationnels. C'est ça comme ça qu'on interprète cet ensemble. 0, 1 inter Q. On est dans l'ensemble 0, 1 et on y prend les rationnels. Donc tous les rationnels dans 0, 1. Donc on est forcément toujours plus petit que 1. Et à partir de 1, ben, tous les autres valeurs plus grandes que 1 font partie des majorants. Puisque si je prends 2, par exemple, vous aurez aussi, puisque x est toujours plus petit que 1, il sera aussi plus petit que 2, ainsi de suite. Donc, ok, ça va tout simplement, d'accord, respecter, d'accord, la notion donc du majorant. Ok. Alors, donc, on y reviendra, on verra donc si on a la possibilité de revenir sur la question du mineur. D'accord, mais il nous faut aussi avancer sur les choses. Alors, donc, ensuite, le minorant. Ok, on nous demande ici donc le minorant, d'accord, de cet ensemble. Aussi, même principe. Ok, même principe. Ok, donc, ici donc, on a un minorant. D'accord, comme on veut savoir quels sont les ensembles, d'accord, les éléments, les minorants donc de cet ensemble 0,1 intersecté avec Q, ben c'est le même principe. 0,1 intersecté avec Q, c'est l'ensemble de tous les rationnels qui sont entre 0 et 1. D'accord, donc l'ensemble de toutes les formes de fractions qui sont entre 0 et 1. Ok, et comment on va interpréter ça? Ben ça veut dire que tout élément qu'on prend dans cet ensemble, il est forcément plus grand ou égal à 0. Il est forcément plus grand ou égal à 0 parce qu'on est toujours dans l'intervalle 0, 1 et on y prend les rationnels. Donc, moins l'infini 0 est donc forcément, d'accord, l'ensemble de tous les minorants. Ça veut dire que comme 0 est un premier minorant, si je prends tous les éléments plus petits que 0, qui sont tous dans R, plus petits que 0, bien tous ces éléments sont aussi des minorants. Maintenant, la question de la borne supérieure. La borne supérieure, ben, c'est le plus petit de tous les majorants. J'ai 1 jusqu'à plus l'infini. 1 fait partie des majorants. Le crochet est fermé. Et là, je vois que 1 est beaucoup plus petit. C'est le plus petit de tous ces majorants-là. 1 à plus l'infini. Étant le plus petit de tous les majorants, c'est ça la borne supérieure. C'est la définition de la borne supérieure. Je passe à la borne inférieure. La borne inférieure, ok, c'est quoi? C'est le plus grand donc de tous les minorants. Le plus grand de tous les minorants. J'ai l'ensemble des minorants que j'ai sortis tout à l'heure. Le plus grand est donc 0. On a de moins l'infini à 0. Puis on a la question sur le plus petit, sur le plus grand élément. Ben, le plus grand élément qui est forcément 1. Pourquoi? Parce que 1 fait partie, d'accord, des éléments de cet ensemble. Et en plus, c'est la borne supérieure. Donc, 1 est le plus grand des éléments. Ok? 1 est le plus grand des éléments de cet ensemble. Parce que cet ensemble-là, la borne supérieure qui est 1, fait partie de l'ensemble. Il fait partie de l'ensemble.
c'est aussi un rationnel qui est dans 0,1. Du coup, c'est le plus grand élément. Donc, vous voyez la nuance. Le plus grand élément doit être un élément de l'ensemble. La borne supérieure, les majorants ne sont pas forcément des éléments de l'ensemble. Borne supérieure et majorant ne sont pas forcément des éléments de l'ensemble. Mais le plus grand élément d'un ensemble, il faut qu'il soit dans l'ensemble. Alors, pareillement pour le plus petit élément. 0 est le plus petit élément de cet ensemble-là, 0, 1, intersecté avec Q. Puisque aussi, d'accord, 0, c'était le plus petit, c'était donc la borne inférieure. Et cette borne inférieure fait partie aussi des éléments de l'ensemble. Puisque 0 est aussi un rationnel. D'accord? Il fait partie de Q. Donc, dans cet ensemble, il est à l'intérieur. Comme il est à l'intérieur de cet ensemble et que c'est la borne inférieure, il est forcément le plus petit élément. Donc, voilà. Pareillement comme pour les majorants tout à l'heure, le minorant, la borne inférieure, ok, ne sont pas forcément des éléments. D'accord? Les minorants et les bornes inférieures et la borne inférieure ne sont pas forcément des éléments de l'ensemble. Mais le plus petit élément de l'ensemble, c'est clair, ça veut dire que tu dis que si tu regardes dans l'ensemble, tous les éléments qui y sont, et tu prends le plus petit. Donc, le plus petit élément de l'ensemble est dans l'ensemble, forcément. Ok, donc voilà comment il faut comprendre ces notions de minorant, majorant, borne supérieure, borne inférieure, plus petit élément et plus grand élément. Ok, donc voilà. Alors, ces autres questions se traitent de la même manière. Ok, vous voyez donc ici la différence tout simplement. Ok, dans ces genres d'ensemble. Ici aussi, on a le même ensemble comme majorant. Parce que là, on a ouvert le 0,1 aussi. 0,1 intersecté de Q. Mais 1 est toujours, d'accord, parmi les majorants. Là, le 0 est toujours parmi les minorants. Mais c'est après que ça devient un peu différent. Pour la borne supérieure, on a toujours le plus grand, le plus petit des majorants. C'est normal, donc 1. Pour le minorant, on a toujours le plus grand des majorants. Des minorants plutôt. D'accord, c'est fait, c'est le 0 qui est là. Moins l'infini à 0, donc 0 est le plus grand. Mais pour le plus grand élément, est-ce qu'il y en a dans cet ensemble? Eh bien non, il n'y en a pas. On note ça. Et pour dire, il n'existe pas. D'accord? Alors, non. Pourquoi? Parce qu'ici, on a 0,1 qui est ouvert. La borne supérieure qu'on a là, qui est 1, ne fait pas partie des éléments de cet ensemble. Il est à l'extérieur. On a ouvert l'ensemble. Donc 0,1, donc 1 ne fait pas partie de cet ensemble qu'on a défini. Donc il n'y a pas de plus grand élément. Pareillement pour le minorant. Dans cet ensemble, on a ouvert le 0. Or, la borne inférieure, c'est 0. Cette borne inférieure n'est pas dans l'ensemble. Il est ouvert. Il n'est pas dans l'ensemble. 0 n'en fait pas partie. On a ouvert l'intervalle sur 0. Donc, on n'a pas de plus petit élément. Ça veut dire que on va avoir quelque chose comme ça, 0,0001, 0,0. Mais on y va jusqu'à la limite, mais on n'atteint pas 0. D'accord? Il y a tellement de nombres entre ça, d'accord, pour atteindre 0 que donc, on ne peut pas avoir le plus petit élément. Ok? Donc voilà donc l'idée que ça véhicule. D'accord? Etc. D'accord? Donc, voilà donc l'idée donc de ça. Ok? Donc, j'ai brossé ces deux cas. D'accord? Et à travers la vidéo que j'ai faite et que je vous ai donné le lien, vous pourrez voir pour les autres les mêmes explications que je donne. D'accord? Alors, ici donc, on va juste brosser ces choses parce qu'il faut qu'on avance. J'ai fait des vidéos, d'accord, sur cette partie-là déjà. Donc, il vous faut les visionner. Alors, ensuite, autre chose dont on a parlé, d'accord, d'autres choses dont on a parlé, d'accord, oui, donc voilà, donc ce qui répond à la même temps, ce que je viens de dire, ce qui répond en même temps à la question, donc de Absa Samb, d'accord, qui demande, ok, donc si elle peut avoir les cours précédents, les vidéos surtout, ok, oui, d'accord, tout est dans le forum de partage. Dans le forum de partage, non seulement j'y mets les liens,
d'accord, vers ces vidéos. Dans le forum de partage, je mets, donc plutôt, je veux dire, j'y mets déjà les corrections. Ce que je montre là, je les mets à l'intérieur du forum de partage, tu vas les voir. Mais en plus de ça, d'accord, donc, euh, quand les vidéos ont été faites sur la plateforme, ben là, j'avais enregistré. Donc, il y a les liens, tu les regardes, tu les cherches parmi nos vidéos des archives. Mais aussi, il y a de nouvelles vidéos que j'avais faites qui sont sur YouTube, par contre. Et j'ai mis aussi les liens dans le forum de partage. Il faut rentrer dans le forum de partage et voir les annonces, les informations que j'ai mis. À l'intérieur, il y a aussi des liens vers des vidéos, ce que j'ai mis sur YouTube. D'accord? Donc, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Et vous avez aussi tout ce qu'il faut. Donc, là, donc, je vais en profiter. Donc, ensuite, avant d'aller plus loin, donc, puisque ça, c'est ça que je viens d'expliquer, là, il y a une version détaillée de ce que j'ai expliqué dans le tableau. D'accord? C'est une version détaillée, ce qui fait que ça va vous permettre à mieux comprendre. D'accord? Puisque là, je détaille l'explication. Tandis que ici, c'était le tableau. Tout simplement, je mets juste le résultat. Donc, à l'aide de ce que j'explique dans ici, ben, vous pouvez comprendre ce qui est mis dans le tableau, les valeurs. Comment on les obtient, comment on comprend, d'accord, d'où leur provenance. Très bien. Et à l'aide des vidéos aussi, vous pouvez vous en sortir. Alors, je passe donc. Et là encore, je dois venir. Donc, à présent, je vais brosser aussi ça. Bien que j'ai aussi mis une vidéo sur ça. Mais aussi, comme j'ai fait pour tout à l'heure, je vais brosser aussi ici un cas ou deux. Mais avant d'aller plus loin, je vais expliquer, donc répondre à la question de Bakary Tandian, qui me demande, qui me dit qu'en fait, qu'il n'a pas bien compris la démonstration de min de XY. Alors, déjà, min de XY, si je me rappelle bien, on ne l'a pas fait. On a fait le cas du max et le min. Je vous ai laissé ça au travail à faire. D'accord? Parce qu'il faut juste comprendre le max et le min, c'est la même chose. OK? Max de XY, c'est ça qu'on a traité. Le min, même méthode pour min de XY. Donc, si vous avez compris ce qui a été fait pour le max, vous savez faire pour le min. D'accord? Donc, je ne vais pas faire le cas du min. OK? Donc, le cas du max, par contre, je peux réexpliquer quelle est l'idée, donc, et comment on fait sortir ça. Ce qui fait que vous refaites ça pour le cas du min. Il faut être capable de pouvoir faire le cas du min tout seul parce que c'est la même chose. OK. Alors, max de XY égale x plus y plus valeur absolue de x moins y sur 2. C'est ça qu'on demande, qu'on nous avait demandé, d'accord, à faire. OK, donc ça, je l'avais traité dans une séance bien antérieure. D'accord? Alors, donc, juste pour répondre à la question de Tandian, donc, on va essayer de réexpliquer ça. D'accord? Mais c'est le max, pas le min. Lui, il m'écrit le min. Donc, je dis que donc, le min, si vous comprenez le max, vous êtes capable de faire le min. D'accord? Donc, il faut le faire. Alors, le max de x, y ici, on n'a que deux possibilités dans tous les cas. Soit x c'est x, soit c'est y. Quand vous prenez le maximum entre deux réels, ben, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. D'accord? Alors, on se met dans l'un des cas. Premier cas, je me mets dans le cas où c'est x le max. Deuxième cas, je me mettrai ensuite dans le cas où c'est y. Mais je reviens au premier cas d'abord parce qu'il y a des choses à faire. Si le max de x, y, c'est égal à x, qu'est-ce qui va se passer? Tu dis que le maximum, c'est x. Ça veut dire que donc, parmi les deux éléments qui sont là, d'accord, le y est donc plus petit, d'accord, que le x. Y est inférieur ou égal au maximum entre x et y, qui est égal, lui, à x, parce que c'est ça que j'ai posé. Si max de x, y est égal à x, comme je suis dans ce cadre-là, alors y est plus petit que x. Alors, je comprends quoi à travers ça? Ben, je transpose ce y de l'autre côté de l'inégalité. Et j'ai x moins y est positif. Cela me permet alors de faire le calcul suivant de la valeur absolue. Parce que mon objectif, c'est de calculer cette égalité et de voir est-ce que lui aussi, il sera égal à x. Si le max entre x et y est égal à x, je veux voir est-ce que lui aussi, il est égal à x en ce moment-là. Si le max de x, y dans la deuxième partie, est-ce qu'il sera égal à y? S'il est égal à y, alors la question c'est est-ce que cette deuxième partie aussi est égale à y?
C'est ça que je vais faire. Donc, dans le premier cas, j'ai dit que le max est de x, y, je suppose que c'est égal à x. Alors, y est plus petit que x. Parce que x est le maximum. Alors, je transpose, ça veut dire que x moins y est positif. Cela signifie encore quoi? Que x moins y, si je prends la valeur absolue, vous trouvez x moins y. Parce que la valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. Implique alors quoi? Ben, je prends cette expression et je calcule. Pour voir maintenant, il sera égal à quoi? J'ai x plus y plus la valeur absolue de x moins y qui est devenue x moins y. On a dit que implique valeur absolue de x moins y, c'est x moins y. J'ai plus x moins y sur 2 égale à 2x. Parce que les deux y vont sauter. Et j'ai 2x sur 2 égale donc à x. Je simplifie les deux. Donc, je viens de montrer que si le maximum c'est x, si le maximum entre x et y c'est x, alors celui-là aussi, l'expression de x plus y plus valeur absolue de x moins y sur 2 est aussi égale à x. Donc, ils sont égaux. Pour le premier point, ils sont égaux. Deuxième point, est-ce que donc si aussi le maximum de x, y est égal à y, est-ce que aussi j'aurai que ce terme-là est aussi égal à y? Voilà ce que je vais vérifier. Alors, si max de x, y est égal à y, alors qu'est-ce qui se passe? Donc y, d'accord, donc x est plus petit que y, inférieur ou égal à y, parce que y est le maximum des deux. Ça veut dire que x moins y égale inférieur égale à 0 parce que je transpose y de l'autre côté. Implique quoi? Ben, si je fais le calcul de cette valeur absolue, x moins y, valeur absolue, je vais avoir moins x plus y. Puisque valeur absolue d'un nombre négatif, c'est moins le nombre négatif. Si a est un nombre négatif, valeur absolue de a, c'est moins a. Donc, alors, je fais le calcul de cette expression enfin, puisque c'est pour ça que j'ai calculé la valeur absolue. Valeur absolue de donc x plus y plus valeur absolue de x moins y sur 2 est égal à quoi? X plus y moins x plus y. Sur 2 égale à y, même calcul. Les deux x vont sauter. J'ai 2y sur 2, j'ai 2 sur 2 simplifié, j'ai y. Donc, je viens de prouver alors que le maximum entre x et y est égal à x plus y plus valeur absolue de x moins y sur 2. Parce qu'ils vont donner tout le temps la même valeur. Quel que soit le cas, quel que soit qui sera le maximum, ben l'autre aussi va donner le même résultat. Donc, les deux expressions sont égales. Ces deux expressions sont donc égales. Et c'est ça qu'on nous a demandé de montrer. Et c'est ça qu'on a prouvé. Donc, le maximum de x, y, c'est bel et bien égal à cette expression. Et c'est la même méthode pour le min. Même méthode, rien ne change. Vous faites le premier cas, min de x et y, si c'est égal à x. Ensuite, si c'est égal à y. Chaque fois, dans chacun des deux cas, vous devez regarder quelle est la valeur de cette expression. Voilà tout. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'était donc la question de tangent. Et on passe donc. D'accord? Donc, voilà, c'était ça. OK? Bien. Donc, on a réglé ça. On revient à nos moutons. D'accord? On avance plus loin. D'accord? On avance plus loin. Puisque toutes ces choses-là, on les a faites. C'est-à-dire, jusque-là. C'est dans les vidéos qui sont dans l'UVS même. OK? Et on l'avait traité ici. Donc, vous pouvez les visionner. Et on vous a la correction aussi partagée sur le forum de partage. Donc, comme je me répète encore. D'accord? Donc là, ça, c'est cette partie-là. On n'avait pas pu les faire directement en cours ici, puisque on n'arrivait pas à se connecter sur la plateforme. Et ensuite, j'ai fait donc des vidéos à la place que j'ai mis sur YouTube. Ces vidéos-là, d'accord, ces liens, j'ai mis dans le forum de partage en même temps que ces corrections. Donc, vous pouvez prendre les liens et les coller sur votre barre d'adresse du navigateur et lancer. Et il va ouvrir vers les vidéos de YouTube que je vous ai mis. D'accord? Alors ici, donc, on va juste brosser parce que, puisque j'ai pris la peine donc déjà d'en faire une vidéo et de vous mettre la correction, donc il suffit juste d'en expliquer un ou deux pour chacun des cas. D'accord? Et ensuite, le reste, vous essayez de voir, d'accord, à travers donc les vidéos. OK? Donc,
Ensuite, donc là, j'ai expliqué celui-là d'abord. OK? Dans ce cas-ci, j'ai expliqué les deux premiers cas. D'accord? Essayez de voir pour le reste. Dans tous les cas, puisqu'on a la possibilité de se parler à travers le forum de partage aussi, vous pouvez réagir sur le forum de partage. Ça sert à ça aussi. D'accord? Vous pouvez réagir. Me dire que vous n'avez pas compris ça ou ça. D'accord? Et j'essaie d'apporter des réponses ou j'en ai fait des éléments d'explication pour une prochaine séance, etc. Ensuite, OK? Donc ici, dans cette page-là, j'explique plus en détail ce qui est dans le tableau ici. Puisque là, je donne que les résultats. D'accord? Alors, ce que j'ai expliqué tout à l'heure en brossant ces deux cas de 0,1 interQ et de 0,1 interQ ouvert, ben ces détails-là, vous les voyez plus ici. Donc, ces deux pages sont ensemble. OK? Voilà. Donc, l'autre chose qu'on doit regarder aussi, qui est dans les vidéos également, c'est cet exercice-là sur la manière de trouver le sup d'un ensemble, ou bien en tout cas de prouver ce qu'on nous demande par rapport au sup. Ici, par exemple, dans cet exercice, on nous a demandé, on nous donne d'abord cet ensemble-là, les deux ensembles A et B qui sont des ensembles de R. On définit l'ensemble A plus B par ceci. C'est l'ensemble de toutes les sommes donc de toutes les sommes entre les éléments de A et les éléments de B. C'est-à-dire l'ensemble de A plus B, tel que AB soit dans A croix B. C'est-à-dire A est dans grand A et le petit b est dans grand B. L'ensemble de toutes les sommes qu'on peut former avec tous les éléments de A et tous les éléments de grand B, l'ensemble de toutes les sommes qu'on peut former, c'est l'ensemble A grand A plus B. C'est comme ça qu'on nous a défini. Bien. Et on nous demande à présent de montrer que le sup de grand A plus le sup de grand B est un majorant de grand A plus grand B. Ben, c'est là qu'on va essayer d'utiliser les propriétés, d'accord, qui nous permettent de caractériser c'est quoi un majorant. Qu'est-ce qu'un majorant? Alors, ce qu'on veut donc, ok, si sup de A plus sup de B est un majorant de A plus B, qu'est-ce que ça doit, comment on doit le montrer? Ça veut dire que tout élément que je prends dans grand A plus B, cet élément-là est inférieur ou égal à sup de A plus sup de B. C'est ça un majorant. Alors, là, par exemple, je l'écris, je dis M, d'accord, est un majorant. D'accord, est un majorant. D'accord, est un majorant d'un ensemble, par exemple, de n'importe quel ensemble, d'un ensemble C, ok, signifie. Alors, pour tout, ça veut dire que pour tout x, ok, pour tout x que je prends dans C, d'accord, appartenant à cet ensemble C, on a x est inférieur ou égal ok, donc ça c'est comme ça qu'il faut caractériser une borne un majorant. Donc qu'est-ce que je dis alors? Donc là je sais que c'est ça que je veux montrer, que tout élément je prends dans grand A plus grand B, en n'oubliant pas que tous les éléments de grand A plus grand B sont de la forme petit a plus petit b, où le petit a est un élément de grand A et le petit b est un élément de grand B. Donc petit a, soit petit a plus b, donc un élément de grand A plus b. Je vais prendre un élément quelconque de grand A plus b. Je vais montrer que cet élément est plus petit que sup A plus sup B. Je l'ai pris quelconque et je vais pourtant montrer qu'il est bien plus petit que ça. Ça veut dire que quel que soit un élément que je prends dans grand A plus B, que cet élément est forcément plus petit que ça. Donc ça, ce sera donc un majorant en ce moment-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends
les différents éléments qui le composent, petit a plus petit b, alors le petit a, n'oublions pas que c'est un élément de grand A, et le petit b, lui, est par contre un élément de grand B. Mais quand on est un élément de grand A, petit a est un élément de grand A, ça veut dire quoi? N'oublions pas que donc ça signifie que le petit a est inférieur ou égal à son sup de A. Puisque le sup aussi, c'est un des majorants. Le sup, c'est en fait le plus petit de tous les majorants. Donc, il respecte aussi cette inégalité que j'ai dit pour M ici, d'accord? Pour tout x est toujours inférieur ou égal à M. Donc, sup de A est aussi un majorant et on vous dit que ce n'est pas n'importe quel majorant. Par contre, on vous dit que c'est le plus petit de tous les majorants. Mais étant déjà un majorant, ça veut dire que déjà c'est valable pour lui. Tout élément que je prends dans un ensemble, cet élément est plus petit ou égal à son sup. Ok? Et donc, A est inférieur ou égal au sup de A. Je prends B aussi dans grand B. D'accord, je ne l'ai pas choisi à partir d'ici, il est déjà là. J'ai pris soit A plus B dans grand A plus grand B. On nous a bien dit que tout élément que je prends dans grand A plus grand B, alors le petit a est un élément de grand A et le petit b, lui, est un élément de grand B. Donc, j'exploite ces deux hypothèses. Le petit b est dans grand B, ça veut dire quoi? Pareillement, B est plus petit que son sup, que le sup de l'ensemble grand B. Alors, je fais la somme ici, membre à membre. Membre à membre. A plus B, inférieur égal donc à sup de A plus sup de B. Somme membre à membre. D'où petit a plus petit b inférieur égal au sup de A plus sup de B. Voilà, donc là on conclut. Alors, sup A plus sup de B est un majorant de A plus B. C'est un majorant de A plus B. Parce que donc là, on vient de voir que j'ai pris un élément quelconque de grand A plus grand B et j'ai vu que cet élément est plus petit que sup A plus sup B. Donc, c'est toujours vrai. Quel que soit un élément que je prends dans cet ensemble, il est toujours plus petit ou égal au sup de A plus le sup de B. Donc, le sup de A plus le sup de B est bel et bien un majorant de l'ensemble grand A plus grand B. Voilà comment on montre, d'accord, un majorant. Et ensuite, on nous demande à la question suivante de montrer que le sup de A plus B est égal au sup de grand A plus le grand B. Et c'est là que c'est un peu plus délicat parce que, ok, ici aussi, on doit utiliser des outils. Mais ici, c'est là qu'on comprend réellement la différence entre le sup et les majorants. Entre le sup et les majorants, il y a une différence. Comme on l'a dit, le sup, c'est le plus petit de tous les majorants. Donc, ça veut dire que si j'ai un sup, si j'enlève même la plus petite quantité de ce sup, il va exister un élément dans l'ensemble qui soit plus grand que cette différence, que ce que j'ai enlevé. Ok? De ce qu'il me reste. Ok? Je ne vois pas si je me fais comprendre. Imaginons maintenant. J'ai écrit que tout à l'heure, M était un majorant, d'accord, de l'ensemble C. D'accord? D'un ensemble C. Maintenant, je vais supposer que ce même M est un sup. Supposons maintenant que ce même M est un sup. Est un sup maintenant. Donc, je vais mettre sup de C. Supposons que M, c'est le sup de C. D'accord? On suppose que M, maintenant, c'est le sup de C. Quel est le comportement? Comment je le caractérise? Quel est le comportement supplémentaire? En plus d'être un majorant, c'est-à-dire, quel que soit X dans C, X est inférieur ou égal à M. Ça, c'est déjà un acquis. Parce que M est déjà un majorant. Les sups sont déjà des majorants. Mais comment caractériser le fait qu'il soit le plus petit de tous les majorants? Ben, on nous donne une propriété. On nous dit que, ok, pour tout, ok, donc E, je vais prendre un petit E, d'accord, pour tout, d'accord, E, d'accord, que je prends par exemple positif,
ok, que je prends donc positif, ok, qu'est-ce qui se passe? Si j'enlève, quoi que ce soit, même ce petit e qui est très petit, que ce soit 0,0000, etc., d'accord? Ben, il va exister un élément. Ok, il existe forcément un élément de C. D'accord, un élément de grand C. D'accord, un élément de grand C que je vais noter par exemple X encore. Tel que, comment est l'élément par rapport à notre quantité M-1? Ben, il sera plus grand que le M-1. D'accord? Donc, X, d'accord, lui sera plus petit que le X. Voilà, M-E, je prends n'importe quelle quantité. J'ai dit que maintenant, le M, non seulement c'était avant une borne un majorant, mais maintenant, j'ajoute que si c'est un sub maintenant, quelle est la caractérisation supplémentaire qu'on gagne? C'est que si je prends n'importe quelle quantité, je l'enlève de M, alors le M-E, une quantité E que j'enlève de M, M-E est plus petit que X. C'est-à-dire qu'il y a un X forcément dans l'ensemble C qui sera plus grand que cette quantité. C'est pour dire que c'est vraiment le plus petit des majorants, le grand M. Ça veut dire que dès que j'enlève une petite quantité, il n'est plus un majorant. Le grand M, dès qu'on y enlève une petite quantité, ok, ce qui nous reste n'est plus un majorant. Ne peut plus être un majorant. Voilà l'idée. Et donc, ici, c'est ça qu'on utilise pour montrer qu'un élément est un sub, qu'un majorant est un sub. Pour montrer qu'un majorant est un sub, il faut utiliser ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Comment je le montre? Je prends soit epsilon positif. Ce epsilon va représenter le E que je vous ai écrit. Ça veut dire que une quantité petite ou grande, quelle que soit la quantité. Alors, je sais que déjà, grand A, pour grand A aussi, c'est pareil. Grand A. Il existe un élément dans grand A, un petit A dans grand A, tel que le sub de grand A moins epsilon sur 2 soit plus petit que A. Oui, parce que le sub de grand A, c'est un sub. C'est le sub de l'ensemble grand A. Si j'enlève ne serait-ce que epsilon sur 2, ben, il va y avoir un A qui est grand A, qui soit plus grand que la quantité. D'accord, je vous l'ai dit. Donc, un sub, c'est comme ça qu'on le caractérise. On veut dire que c'est le plus petit. Quel que soit ce que je retranche sur lui, ce qu'il me reste ne peut pas être un majorant. Et quand on n'est pas un majorant, ça veut dire qu'il y a un élément dans l'ensemble qui soit plus grand que toi. Si tu n'es pas un majorant, ça veut dire que dans l'ensemble, il y a un élément qui est plus grand que toi. C'est pour ça que tu n'es pas un majorant. Donc ici, il existe A donc dans grand A tel que le sub de grand A moins epsilon sur 2 soit plus petit que ce A là. Il y a un A qui lui soit plus grand. C'est pour ça que il ne peut pas être un majorant, c'est-à-dire la différence, ce que j'ai enlevé. Et c'est pour ça que le sub de grand A sera lui le majorant, lui le sub, le plus petit de tous les majorants. Parce que c'est le dernier, c'est vraiment le plus petit. Pareillement pour le B, il existe un B dans grand B, tel que le sub de B moins epsilon sur 2 soit plus petit que B. Chaque fois qu'on caractérise un sub, on peut écrire ça. Ça veut dire que si je dis qu'un élément c'est le sub d'un ensemble, je peux dire que quel que soit un epsilon que je prends, si j'enlève ce epsilon du sub, ce qu'il me reste là, la différence que j'ai formée, le sub moins le epsilon, il y a forcément un élément dans l'ensemble qui lui soit plus grand. D'accord, c'est ça que j'ai fait pour le grand A. C'est ça que j'ai fait pour le grand B. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la somme membre à membre. Membre à membre, ces deux inégalités-là.
sub A moins epsilon sur 2 plus sub A moins epsilon sur 2 d'accord, dans une partie, d'accord, dans un premier membre, inférieur strictement à A plus B, deuxième membre. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je regroupe le sub A et le sub B dans une même parenthèse. Moins epsilon sur 2, moins epsilon sur 2, ça fait moins epsilon. Et inférieur à A plus B. Ça, c'est la caractérisation d'un sub. Un majorant, tel que, si j'enlève n'importe quelle quantité, il y a un élément dans l'ensemble qui lui soit plus grand. Ben, c'est ça le sub. Donc, sub A plus sub B est en fait égal au sub de A plus B. C'est le sub même, c'est le sub. Donc, on écrit c'est égal au sub de A plus B, puisqu'il y a une manière de noter le sub d'un ensemble. Mais là, c'est pour dire que le sub de A plus le sub de B est en fait le sub de grand A plus B, plus le grand B. OK? Donc, ça, c'était ça qu'on nous avait demandé de montrer, c'est-à-dire que le sub de grand A plus le sub de grand B, d'accord, est égal à ça. Mais ça, remarquons que les deux questions ont été séparées. Là, on vous demande d'abord de montrer que le sub de grand A plus le sub de grand B est un majorant. Puis, on vous demande ici de montrer que le sub de grand A plus le sub de grand B, c'est en fait le sub de, d'accord, de grand A plus grand B, d'accord. Alors, mais cette question pouvait être en une seule. On peut vous demander directement, montrer que le sub de grand A plus le sub de grand B est égal à sub de grand A plus grand B. S'il n'y avait pas déjà cette partie, si on n'avait pas fait déjà le 1, ben il faudrait le faire ici. Il aurait fallu qu'on le fasse ici même. Parce que d'abord, il faut montrer que le sub A plus le sub B est déjà un majorant. Ensuite, quand c'est un majorant, on montre que c'est le plus petit de tous les majorants. C'est ça la deuxième question. Donc, je me reprends. Dans une question, on vous dit, il n'y a pas la première question. On vous dit pas déjà de montrer que c'était un majorant. Mais on vient tout d'un coup, boum. OK, on vous dit que, montrer que sub de A plus sub de B est égal à sub de A plus B. C'est-à-dire qu'on vous demande de montrer que ça là, c'est un majorant de l'ensemble, c'est le sub même de l'ensemble A plus B. Ben, il faudra d'abord, 1, je montrerai d'abord que c'est un majorant. 2, je vais montrer que c'est le plus petit de tous les majorants. Voilà. Alors, des questions à propos de ça. Y a-t-il des questions à propos de ça ou bien tout le monde a tout compris? Ok, Tandian. Les autres? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va donc passer sur ça. Bien. Donc, on avance vers la suite. On a... Ok, alors, oui. Sur la dernière, donc le dernier en fait, donc la dernière question sûrement. Donc le petit 2, je suppose. Ok, le petit 2. Alors, si tu parles du petit 2, ok, tapement oui, voilà. Donc, voilà, donc, ok, on va reparler du petit 2 alors. Alors, ici, qu'est-ce qu'on est en train de caractériser? On nous a demandé d'ailleurs, il faut savoir ce qu'on nous demande, il faut savoir ce qu'on nous a demandé en fait.
on nous a demandé, ok, de montrer que le sup de A plus le sup de B est égal à sup de, en parenthèse, le grand A plus le grand B. Et ceci se comprend naturellement par quoi? C'est-à-dire que sup A plus sup B, que ça c'est le sup de l'ensemble grand A plus grand B. Que ça, d'accord, c'est le plus petit de tous les majorants de cet ensemble grand A plus grand B. Bien. Pour ça, on a déjà montré que le sup de grand A plus le sup de grand B est un majorant. Donc, c'est pour ça qu'on ne le fera pas en plus. Alors, la deuxième chose à faire, donc, ça veut dire, comme c'est déjà un majorant de l'ensemble grand A plus B, il suffit maintenant de montrer que c'est le plus petit. Il suffit de montrer que c'est le plus petit. Et pour montrer que c'est le plus petit, il faut montrer que toute quantité que je retranche de lui, sup A plus sup B, si je retranche n'importe quelle quantité, aussi petite qu'elle soit, un epsilon, que cette quantité qui en résulte, c'est-à-dire la différence sup A plus sup B moins le epsilon, cette quantité-là ne peut pas être un majorant. Et pour qu'il ne puisse pas être un majorant, ça veut dire qu'il y a un élément dans grand A plus le grand B qui lui soit plus grand. Alors, c'est ça que je vais montrer. Ça. Alors, comment je fais? Soit epsilon positif, il existe donc un A dans grand A tel que le sup A moins epsilon sur 2 soit plus petit que A. Oui, parce que le sup A, dès que je dis un sup, je peux faire cette caractérisation. Un sup, c'est ça, un sup, c'est ça qui est comme ça qu'on le caractérise pour dire que c'est le plus petit des majorants. Ça veut dire que le sup A, si je prends il y a forcément un élément dans l'ensemble grand A tel que si je retranche du sup de A une petite quantité, quelle qu'elle soit, il y a un petit A dans ce grand A, dans l'ensemble grand A, qui lui soit plus grand. Donc, je dis, il existe un A dans grand A tel que le sup A moins epsilon sur 2 soit plus petit que A. Je fais la même chose pour le B. Il existe un B dans grand B tel que le sup B moins epsilon sur 2 soit plus petit que B. Parce que dès qu'on écrit sup, on peut écrire ça. Parce que le sup, c'est ça. Le sup, c'est non seulement un majorant, mais c'est le plus petit des majorants. Le plus petit des majorants, c'est ça qu'on caractérise par le fait de dire que, quelle que soit la quantité que je retranche à ce sup-là, cette différence qui en résulte ne peut pas être un majorant. Et ça se traduit par le fait que, dans l'ensemble, je peux trouver un élément qui lui soit plus grand. Et donc, j'ai fait pour A et le grand B. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste les utiliser tous les deux. Je fais une somme, membre à membre. Sup A plus sup B. D'accord, sup A moins epsilon sur 2 plus sup B moins epsilon sur 2 est plus petit que A plus B, membre à membre. Je regroupe le sup A et le sup B ensemble. Dans une parenthèse, moins epsilon, parce que moins epsilon sur 2, ça fait moins epsilon. C'est inférieur à A plus B. Et voilà. J'ai pris un epsilon quelconque et je viens d'avoir que le sup A plus le sup B moins cet epsilon, quelle que soit sa valeur, donc, parce qu'elle est quelconque, il y a un A, un A plus B, un élément donc de grand A plus grand B qui soit plus grand. Donc ça, c'est le sup. Donc sup A plus sup B, c'est le sup de grand A plus grand B. Puisqu'il n'y a que les sup des ensembles qui peuvent être caractérisés de cette manière, pour dire que c'est les plus petits éléments de l'ensemble. Voilà. Donc, voilà donc pour cette deuxième question. Donc, on regarde donc la suite alors. Donc, dans la suite, qu'est-ce qu'on a? Ici, donc, on a autre chose. D'accord? Là aussi, donc, on a autre chose. Bon, on peut regarder vers le futur. Bon, ok. Alors, donc ici, c'est les mêmes choses. D'accord? Ici, on nous dit soit AB de parties bornées de R. D'accord? Deux parties bornées de R. Et on nous demande de dire pas vrai ou faux si c'est différentes parties. D'accord? Si elles sont vraies, si elles sont fausses. Donc là, vraiment, je ne vais pas y revenir. Vous pouvez lire. Et en plus de ça, il y a les vidéos. D'accord? Où donc il y a plus de détails. Puisque là-bas, au moins, j'explique. OK? Comment on peut donc essayer d'avoir une petite démonstration de ces choses. Alors ici, je vais le dire aussi. Alors,
pour avoir une petite démonstration de choses, ben, c'est la même technique. La même technique. D'accord? Mais ici déjà, ici, pour faire la preuve que ça c'est vrai, on nous dit A inclus dans B implique que le sub A est plus petit que le sub D. C'est vrai. Ben là, il faut juste comprendre que donc vous avez un élément qui est inclus dans l'élément grand B. D'accord? Alors, tout élément que vous prenez, d'accord, dans grand A, ben cet élément est aussi plus petit que, d'accord, est plus petit que le plus grand des éléments qui est dans B. D'accord? Et est plus petit que tous les majorants de grand B. Parce qu'il est à l'intérieur. Ok? Parce qu'il est à l'intérieur. Et le sup, donc de grand A, aussi, qui est le plus petit de tous les majorants de grand A, doit donc aussi être plus petit que le plus petit de tous les majorants donc de grand B. Puisque sinon, il faut voir que si ce n'était pas le cas, ça voudrait dire que, alors, que le sup, d'accord, de grand A, d'accord, serait plus grand, d'accord, que le sup de B. Et si c'était le cas, ben ce serait un problème par rapport à l'inclusion. Puisque ça veut dire que vous voulez dire que tout x dans grand B, ok, est plus petit que tout élément, d'accord, que tous les grands, que tous les majorants de grand A. Et à ce moment-là, l'inclusion serait tout simplement impossible. Ok? Ok? Donc, voilà, donc vous pouvez essayer donc de les faire en exercice. Vous essayez donc de voir comment vous pourrez, d'accord, ok, si A est inclus dans B, le sup de A est inférieur au sup de B. On vous dit que c'est vrai, au moins vous savez que donc, ok, ça c'est vrai. Donc, essayez de le montrer. Ok? Alors, faux. Ben là, on nous dit que le deuxième cas était faux, c'est-à-dire on nous avait dit que le inf de B, avec ces mêmes hypothèses, hein, que A est inclus dans B, on nous dit que le inf de B, d'accord, est supérieur en fait normalement à inf de A, parce qu'on nous dit que c'est l'inverse. L'inverse, ça veut dire que c'est ça qui est vrai, que le inf de B est plus petit que le inf de A. Ça veut dire que dans cette situation-là, A inclus dans B, on a le sub A qui est inférieur au sub de B, mais on a par contre que le inf de B est inférieur ou égal au inf de A. Vous voyez que pour les inf, ça inverse la position. A inclus dans B, le inf de B est plus grand, est plus petit ou égal au inf de A, est inférieur ou égal au inf de A. Tandis que le sup respecte l'ordre, le sup de A est inférieur ou égal au sup de B. Mais le inf va prendre le inf de B est inférieur ou égal au inf de A. Ok, donc voilà. Pour le troisième cas, on nous dit que le sup de A union B est égal au max de sup de A sup de B vrai. D'accord, on dit que c'est vrai. Ça veut dire que si tu prends le sup de l'union entre A et B, leur union, donc le plus petit donc, de tous les majorants de cet ensemble A union B, est en fait égal au maximum entre le sup de A et le sup de B. Donc, il est égal en fait donc au plus grand de ces deux-là. En tout cas, si tu prends l'union de A union B, l'union entre A et B, son sup est l'un des deux donc. C'est ça qu'on dit. Soit c'est le sup A, soit c'est le sup B. En tout cas, c'est le plus grand des deux. Et ça, on nous dit que c'est vrai. Ok? Et pour faire la preuve aussi, ça veut dire quoi? Ok? Pour faire la preuve, réfléchissez 5 secondes pour faire la preuve. Vous comprendrez donc qu'il faut faire la même chose que tout à l'heure avec le sup A plus le sup B. Ça veut dire que je dois d'abord montrer que le maximum de sup A et sup B, que ça c'est déjà un majorant de A union B. Je dois montrer que c'est déjà un majorant de A union B. Et ensuite, je montre que c'est le plus petit de tous les majorants de A union B. Voilà, deux phases. Parce qu'on me dit de montrer que ça là, c'est un sup. Et un sup, c'est quoi? C'est le plus petit des majorants. Donc deux choses à voir. Est-ce que c'est déjà un majorant? Mais est-ce que aussi c'est le plus petit des majorants? Voilà, c'est comme la preuve de tout à l'heure avec le sup A plus sup B égale à sup de A plus B. Cette fois-ci, c'est A union B. Et ça, c'est max de sup A sup B. Mais même principe pour faire la preuve. Essayez de voir aussi si vous arrivez à faire la preuve, d'accord, etc. On peut aussi se parler sur le forum. Il n'y a pas de problème. 4.
Sup de A plus B est inférieur à sup A plus sup B. Là, c'est faux, c'est clair. On vient de le voir tout à l'heure. On a montré que le sup de A plus B égale à sup A plus sup B. Ok? On a montré d'ailleurs tout à l'heure. On vient de là. Ensuite, le sup moins A égale à moins inf de A, qui est vrai. Remarquez donc que si je prends un ensemble A, je prends son opposé. Le sup de son opposé, c'est en fait l'opposé de l'inf de l'ensemble. Ok? Le sup de son opposé, c'est le inf, d'accord? C'est l'opposé du inf de l'ensemble. Donc, sup de moins A égale moins inf de A. Ok? Sup de moins A égale moins inf de A. D'accord? Ça veut dire que aussi inf de moins A est égal à moins sup de grand, d'accord? Sup de grand A. Moins sup de grand A, etc. En tout cas, on peut transformer cette écriture et avoir d'autres versions. Ok? Mais c'est clair. Le sup de grand A égale à moins inf de grand A. On me donne un M à A. On me dit de caractériser le sup de son opposé. Ben, j'ai quoi? J'ai égal à inf de moins inf de grand A. J'ai le inf de l'ensemble grand A qu'on m'a donné, car en hypothèse, le grand A c'est donné. Je prends son inf, je prends son signe opposé, et j'ai le sup de son opposé. Et donc, même chose, si je considère que je veux avoir, par exemple, le inf de moins A. Inf de moins A aussi, comme le sup de moins A, si je veux le voir. Cette formule est suffisante. Remarquez, parce que si je fais inf de moins A, je mets ici, dans A, à la place, je mets un moins A. Ok, je mets inf, moins inf, donc de moins A. Je vais avoir ici égal à sup, d'accord, de grand A. Parce que là, je prends les opposés. Moins A, si là c'est moins A, là c'est A. Donc si je mets moins A ici, je mets A ici. Et je prends ce moins que j'ai mis là, je le transpose ici. Donc j'aurai moins sup de A est égal à, d'accord, inf de moins A. Donc ça veut dire que aussi si j'ai un ensemble A, son inf, l'inf de son opposé, je veux dire, est égal à l'opposé de son sup. Voilà, ça aussi c'est vrai. Et ensuite, sixième donc, proposition, on nous dit que le sup de A plus le inf de B, sup de A plus le inf de B est inférieur ou égal au sup de A plus B. Et on nous dit que c'est vrai. Ça veut dire que donc, si je compose cet objet-là, sup de A plus le inf de B, il est en fait plus petit ou égal, d'accord, au plus petit de tous les majorants de A plus B. Ben, je suppose que c'était un peu naturel, parce que n'oublions pas qu'on avait pu montrer que le sup de A plus le sup de B est égal à sup de A plus B. Ça, on l'avait montré. Le f de B est forcément plus petit que le sup de B. Donc, cette somme-là est plus petite que le sup de A plus le sup de B de tout à l'heure, qui lui est égal à cette quantité. Donc, le sup de A plus le f de B est forcément donc plus petit que cette quantité. Voilà. Ok, parce que le f de B est inférieur ou égal, d'accord, au sup de B. Si tu fais la somme sup de A plus le f de B, tu auras inférieur ou égal à sup de A plus sup de B, qui lui est égal à ça. Sup de moins A égale f de moins A. Non. Non, 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 non. Non. Regarde bien ce que tu as écrit. Et c'est même pas pareil avec ce qui est là. Il y a toujours un moins quelque part en dehors. Soit sur le sup, soit sur le moins, sur le inf. Parce que quand tu mets sup de moins A égale inf de moins A, là c'est une catastrophe. Parce que le sup d'un ensemble, tu dis que le sup d'un même ensemble est égal à son inf. Le sup d'un ensemble est égal à son inf. C'est pas possible. Ok? À condition que ce soit un ensemble qui soit particulier, c'est-à-dire qui contient peut-être un seul élément. Comme l'ensemble où je dis, par exemple, un ensemble qui contient que seulement un. Ben, un sera son propre sup.
d'accord, et sera aussi son propre inf, et on aura donc la même chose. Mais si ce n'est pas ces ensembles particuliers, on ne peut pas avoir ça. Donc ça, c'est faux. Ok, tu as dit sup de moins a égale inf de moins a, d'accord. C'est, d'accord, le même ensemble que tu as mis dans la parenthèse, c'est pas bon. Alors, donc, comme tout à l'heure, ce que j'ai dit, en fait, comment composer d'autres versions, d'accord, c'est tout simplement toujours en transformant bien. Sup de moins a, tu as le moins a ici à l'intérieur, et là, tu as toujours un a d'accord, de l'autre côté. Et tu as un moins à l'extérieur. Maintenant, comment, donc tu peux juste composer les choses comme tu veux. À la place de ce moins a, je mets un a. Et à la place, donc ici, je dois mettre un moins a, donc. Si je mets un moins a ici, là, j'ai un a. Et le moins là, je peux le déplacer vers l'autre côté. Et j'aurai donc quoi? Inf de moins a est égal à moins sup de a. D'accord? Mais il ne faut pas oublier les différentes choses qui sont là, qui interviennent. J'ai un ensemble et son opposé. Un ensemble et son opposé. Et j'ai un moins toujours sur l'un d'eux. Donc, si tu veux composer d'autres choses, il faut se baser sur ça, sinon tu vas faire fausse route. Voilà. Donc, ça, c'était aussi donc, pour ce cas-là, d'accord, où on a montré, d'accord, ces différentes choses, où on a en fait demandé de dire par vrai ou faux, et que donc j'ai essayé donc de justifier, ainsi que sur la vidéo, si vous suivez le lien vers le YouTube que je vous ai donné, ben, vous pouvez voir ces choses, et les sons sont vraiment clairs. Ok, je passe donc à la suite, d'accord, de ça. Ok, ici, maintenant, on a un exercice aussi où on nous parle d'une propriété. On a un f, une fonction, d'accord, qui prend, d'accord, qui est définie ainsi. Ok, qui est définie ainsi. Dans cette fonction, f de R vers R, quel que soit x, y dans R carré, d'accord, défini par f de x, y, ok, c'est égal à f de x plus f de y. C'est tout ce qu'on nous donne. Et on veut montrer un certain nombre de propriétés. On veut montrer un certain nombre de propriétés. La première, on dit de montrer que quel soit n dans grand N, f de n est égal à n fois f de 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, donc, il nous faut montrer que f de n, c'est n fois f de 1. Ok? Alors, la première chose, d'accord, que j'essaie de faire, d'accord, c'est déjà de caractériser, d'accord, le f de 0. Ok? Alors, parce qu'ici, donc, je vais essayer de montrer les choses par récurrence. Je vais montrer par récurrence. D'accord? C'est une preuve par récurrence. Ça veut dire que je dois avoir une première hypothèse qui est vraie au départ. Je dois dire qu'au départ, c'est vrai. D'accord? Je ne le dis pas, en fait, je le montre. Quand c'est vrai au départ, je suppose que c'est vrai en un rang n et je prouve pour le rang supérieur. Ainsi, ici, on constate que, donc, je vais faire pour f de 0, je vais voir. J'ai f de 0, d'accord? J'ai f de 0 plus y égale f de 0 plus f de y. Oui, parce qu'on me dit que pour tout x, y dans R carré, f de x plus y, c'est égal à f de x plus f de y. Donc, f de 0 plus y, c'est f de 0 plus f de y. Donc, ceci signifie que j'ai f, d'accord? Ça, c'est f de 0 plus y, c'est f de y. Égale f de 0 plus f de y. Et donc, les deux f de y sautent pour donner que f de 0 est égal à 0. F de 0 égale 0 parce que les deux f de y sautent. Et qu'est-ce que j'ai donc? Je viens donc d'avoir que f de 0, c'est donc 0 fois f de 1. C'est 0 fois f de 1. Donc là, même, ça aurait dû suffire. Ça peut suffire maintenant pour le premier pas. C'est vrai au rang 0, donc. C'est vrai au rang 0. Mais, juste au cas où, je vais faire encore pour 1 plus 0. Je vais faire aussi pour f de 1, pour voir. OK? Comme ça, ce sera vrai non seulement au rang 0, mais aussi au rang 1. OK. Alors, donc là, j'ai f de 1 plus 0 égal à f de 1. Mais c'est égal à f de 1 plus f de 0. C'est ça la propriété. Il me dit que ce qui est à l'intérieur, si j'ai une somme, ok, x, y, f de x, y, alors j'ai f de x plus f de y. Donc f de, le 1 c'est x, le 0 c'est y. Donc j'ai f de 1 plus f de 0. Mais 1 plus 0 c'est 1, donc j'ai f de 1. Le f de 0, j'ai montré que c'est 0. J'ai montré que c'est 0.
Donc, là, j'ai f de 1 égale f de 1. Égale 1 fois f de 1. Donc, voilà, c'est bien, c'est suffisant. Donc, on a montré au rang 1 que c'est vrai. Donc, je vais supposer au rang n que c'est vrai. Si f de n égale n fois f de 1, donc. OK? Parce que là, vous voyez, f de 1, c'est 1 fois f de 1. F de 0, c'est 0 fois f de 1. Donc, f de n égale n fois f de 1. Si c'est vrai maintenant, on va essayer de voir, est-ce que f de n plus 1 va aussi donner n plus 1 fois f de 1. Et alors, on dira que c'est vrai parce qu'on l'aura prouvé par récurrence. Bien. Donc, f de n plus 1, c'est égal à quoi? Bien, c'est égal à f de n plus f de 1. C'est une somme aussi de x et de y. X, c'est le n et y, c'est 1. Qu'est-ce que j'ai? F de n, lui, c'est n fois f de 1. On l'a dit. D'accord? On a supposé que c'est vrai au rang n. D'accord. Plus f de 1 encore. C'est f de 1 là. Je mets le n plus 1. Entre parenthèses, facteur de f de 1. OK? Facteur de f de 1. Donc, j'ai quel que soit n dans grand n, f de n égale n fois f de 1. Parce que je viens de montrer que f de n plus 1. Je viens de montrer que f de n plus 1. D'accord? F de n plus 1 est égal à n plus 1 fois f de 1. Donc, la preuve est faite que c'est vrai aussi au rang n plus 1. Et en ce moment-là, ça veut dire que la propriété en fait est vraie. Parce que la preuve a été faite par récurrence, vrai au rang 0, puis, d'accord, supposé au rang n et montré au rang n plus 1. Bien. Ensuite, on nous demande autre chose. On nous demande aussi la même chose, que quel que soit n dans grand Z, ok, que f de n est égal à n fois f de 1. Cette fois-ci, remarquons que le n est dans Z et non dans n. Ça veut dire qu'on doit prendre en compte les n, les Z, d'accord, négatifs, les entiers négatifs. Ok, pour l'instant, c'était juste les entiers naturels, d'accord, donc qui correspondent à Z+, d'accord, à la partie positive de Z. D'accord, mais dans Z, il y a les autres qui sont négatifs. Il y a Z-. Et on nous demande de le monter pour les Z-. De montrer aussi que la propriété, elle est vraie. C'est-à-dire que f de n égale n fois f de 1 aussi pour la partie Z-. D'accord? Alors, comme on nous dit de montrer pour tout n dans Z que cette propriété est vraie, d'accord? Là, je fais remarquer que d'après 1 déjà, on a déjà que quand n est dans Z+, d'accord, on a déjà la propriété. Parce que le Z+, c'est n. Et c'est ça qu'on vient de faire. C'est l'ensemble n. Bien. Maintenant, il nous reste juste à montrer que c'est vrai de l'autre côté. Dans les parties négatives. Alors, déjà, ici aussi, je fais quoi? Je pars du 0. Je dis que 0, c'est f de 0. Et le 0 à l'intérieur, c'est f de 1 plus f de 1 moins f moins 1. 1 moins 1, c'est 0. D'accord? Ici. Donc, ça veut dire que j'ai égal à f de 1 plus f de moins 1. Je fais la somme des deux. D'accord? Ça, c'est mon x. Et ça, c'est mon y. La propriété, elle est vraie pour tout x, y dans Z. J'ai 1 plus, en fait. C'était comme si j'avais 1 plus moins 1. Donc, je fais f de 1 plus f de moins 1. Cela signifie quoi? Ben, cela me sort une propriété sur f de 1 et f de moins 1. Puisque là, il y a un 0. D'accord? Donc, il est égal à ça. Donc, si je prends f de moins 1, je transpose de f de 1, j'aurai f de moins 1 égale moins f de 1. Déjà, donc, voilà un premier pas. Donc là, on constate que f de moins 1, c'est moins 1 fois f de 1, donc. Donc, déjà, c'est vrai pour moins 1. OK? Donc maintenant, si f de moins n égale moins n fois f de 1, là, on fait la récurrence comme tout à l'heure. C'est vrai avec moins 1. Est-ce que c'est vrai avec moins... Si on suppose que c'est vrai avec moins n, on va essayer de voir est-ce que c'est vrai ensuite avec moins n plus 1, moins entre parenthèses, n plus 1. Alors, je suppose ça. F de moins 1, c'est moins n fois f de 1. Alors, f de moins n, facteur donc de f, donc de moins facteur de n plus 1. Donc, je distribue le moins à l'intérieur, j'ai f de moins n moins 1. Je fais la somme, c'est f de moins n plus f de moins 1. Le premier est égal à moins n fois f de 1. Moins f de 1, parce qu'on a prouvé aussi que ça, c'était moins f de 1. Et donc, j'ai moins n plus 1 f de 1. Voilà, qui est fait.
montrer par récurrence aussi que dans Z-, on a aussi la propriété. Et du coup, c'est vrai pour tout Z, pour tout n dans Z, f de n est bien égal à n fois f de 1. Voilà, on vient de montrer ça, d'accord, avec cette partie. Ok? Alors, pour faire la preuve donc aussi avec les autres, d'accord, il y a d'autres qui suivent, ben c'est la même technique. D'accord, pour ça, donc, j'ai pas écrit, d'accord, sur papier des corrections pour les autres, d'accord, parce qu'on utilise la même technique, mais on vous a donné dans le point de, donc, dans les ressources supplémentaires un certain nombre de fichiers. Ben, je vais ouvrir l'un des fichiers, d'accord, qui contient, non, c'est pas celui-là, qui contient ce que je veux donc vous montrer. Alors, donc, ok, donc on va voir le reste sur ce fichier-là puisque je les ai pas mis sur, sur papier. Ok, donc puisque rejoignant la même idée en fait pour faire juste la preuve, ils rejoignent donc tout simplement la même idée. Est-ce que tu es... Voilà. Tout ce qu'on vous a demandé ici, c'est ça. Ok. C'est ça. D'accord. Alors, d'accord. Ici, donc, dans ces corrections, bon, il n'y a pas trop de détails. D'accord. Il n'y a pas trop de détails, du tout d'explications. Mais c'est bon quand même. Ok. De l'avoir, on vous a mis ça normalement dans votre... dans les ressources complémentaires, etc. Alors, mais il n'y a pas trop de détails, d'explications. Des fois, on peut se prendre, mais voilà. Donc, ici, maintenant, je vais expliquer pour le cas suivant aussi où on nous a demandé de montrer, ok, que, d'accord, qu'on a aussi ça. C'est-à-dire que quand c'est un rationnel, j'espère que je peux remonter les ici, ça. Bon, là, ça peut pas. Alors, f de A sur B égale A sur B f de 1. Là aussi, vous voyez donc l'idée. On a fait pour N. Ensuite, on a fait pour Z. Ensuite, on veut montrer pour Q. Puis, il demande ensuite pour X dans R. Ça veut dire qu'on veut vraiment donc voir l'évolution, d'accord, de la propriété en passant d'un ensemble à l'autre. Ici, donc, vous avez l'ensemble des rationnels maintenant. D'accord, pour tout rationnel Q. On veut montrer aussi que f de Q, c'est Q fois f de 1. F de Q, c'est Q fois f de 1. Un rationnel Q que je prends dans l'espace des rationnels, donc Q, ben f de Q, est-ce que c'est égal à Q fois f de 1? C'est ça qu'on demande. Donc, soit Q donc égal à A sur B, parce qu'on avait appris qu'un rationnel, c'est une fraction, d'accord? Une fraction, et donc, en fait, ou bien aussi on peut dire que quand on divise la fraction, c'est-à-dire le numérateur par le dénominateur, on doit trouver une valeur périodique, c'est-à-dire 1,333 par exemple, etc. Tout ça sont des rationnels. D'accord? Alors, f de A, on caractérise le f de A. Je prends un Q qui est égal à A sur B, parce que tout rationnel, si je le dis, ben, il faut que je prenne une forme de fraction. C'est ça l'intérêt. C'est ça quand on est dans les rationnels, c'est qu'on est une fraction. C'est qu'on peut être écrit sous la forme de A sur B, où A est un numérateur et B un dénominateur. Alors, f de A, c'est quoi? J'ai f de A sur B plus, d'accord, ainsi de suite. Combien de fois? On fait en fait une somme B fois. D'accord? Puisque donc là, on fait une somme B fois. Si je mets f de A sur B plus f de A sur B jusqu'à B fois, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai la propriété qui m'a appris que si je fais la somme de deux éléments, on a la somme à l'extérieur aussi. Donc, je vais pouvoir dire que c'est la même chose, d'accord, ici. F de A plus A sur B plus A sur B plus ainsi de suite, que c'est égal à f de A sur B plus, etc., plus f de A sur B. Mais le même nombre de fois qu'il y a ici. J'ai B somme, donc j'ai B somme de f de A sur B aussi. C'est une extension de la propriété f de x plus y égale f de x plus f de y. Puisque tu peux le faire étape par étape. C'est aussi comme quand on demandait de monter par récurrence. Tu peux le faire étape par étape. Ça veut dire quoi? Si tu fais f de A sur B plus f de A sur B, tu fais ça seulement deux fois. Tu as quoi? Tu as donc f de A plus f de B deux fois. D'accord?
tu ajoutes un autre troisième, f de A plus B plus f de A plus B plus A sur B. Les deux autres, c'était déjà réglé en étant f de A plus f de B, tu ajoutes le troisième. Ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire que la propriété, si je mets des éléments, d'accord, B fois, ça veut dire que j'ai B fois, d'accord, l'élément. La somme donc de leur f aussi. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai donc que f de A est en fait égal, parce que ça c'était f de A, puisque si tu mets A sur B, tu fais la somme B fois, ça veut dire que tu as A sur B fois B. Ok? A sur B plus A sur B plus A sur B. B fois, c'est B fois A sur B seulement. Et les deux B se simplifient et on a A. Donc f de A égale, ça si je compte, j'ai B fois, donc B fois f de A sur B. Ok? Mais le f de A c'est un entier. Parce qu'une fraction Q égale A sur B, j'ai A sur B, A est un entier, B est un entier non nul. Comme A est un entier, j'ai la propriété précédente, que f de A c'est A fois f de 1. A fois f de 1 égale B fois f de A sur B. Ok? Et je transpose ce B maintenant ici. J'ai donc B, je divise ici, j'ai A sur B, f de 1 égale f de A sur B. C'est ça qui est écrit là. Et là, je viens de montrer que f de Q, parce que ça c'est Q, égale Q fois f de 1. Voilà donc comment on montre aussi pour le rationnel. Ok? Voilà comment on montre pour le rationnel. Donc là, pour ça, donc, il y a aussi le cas du X dans le réel, etc. Mais on ne peut pas traiter toute la fiche, d'accord, sur ça. Donc, je laisse donc la suite, d'accord, donc sur cet exercice, sur le X, etc. Vous pouvez le voir sur la fiche. Essayez donc de voir si vous arrivez donc à voir les choses. Mais il faut qu'on voit une dernière chose au moins, d'accord, qui est donc ceci. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Voilà, il faut qu'on parle un peu donc des notions d'adhérence et d'accumulation avant donc de pouvoir regarder les histoires de suite. Alors, pour les autres donc exercices de la fiche 1, ben je pourrais peut-être faire des vidéos et vous les balancer aussi, d'accord? Et vous les étudiez, vous essayez de voir. Mais la prochaine fois, je veux qu'on débute les suites numériques. Et donc, de ce fait, aujourd'hui, on va essayer aussi de voir, ok, ces choses-là, ok, sur l'adhérence et les points d'accumulation. Ok, alors, on a dans le cours ces notions-là qui sont introduites. Ok, la notion d'adhérence et la notion, d'accord, d'accumulation. Cet ensemble-là, non, même est même, d'accord, donné en exemple, ok, dans le cours. Ok, alors, ici maintenant, qu'est-ce qu'on a dans cette partie? Ok, qu'est-ce qu'une adhérence? Qu'est-ce qu'un point d'accumulation? Ben, tout se base sur des définitions. Alors, pour l'adhérence, tout ce qu'on vous dit, d'accord, ça veut dire que quel que soit, si vous avez un élément, d'accord, est un adhérent, d'accord, est un point adhérent d'un ensemble. Si pour tout voisinage que vous prenez de cet élément, un voisinage étant quoi? Bon, je vais revenir sur ça, mais d'abord, pour tout voisinage que vous prenez, d'accord, de ce point, l'intersection avec l'ensemble en question auquel le point appartient, l'intersection doit être différente de l'ensemble vide. Ok, l'intersection doit être différente de l'ensemble vide. Ça veut dire que il y a toujours au moins un point, d'accord, un point commun entre l'ensemble A et le voisinage. Et dans ces points communs, il peut faire partie aussi le point même. Le point même qui était dans A et son voisinage, ce point même est un candidat. En tout cas, l'intersection doit être différente de l'ensemble vide, c'est ça l'adhérence. C'est ça un point qui est adhérent à son ensemble. Un point qui est adhérent à son ensemble.
Alors, un voisinage. Qu'est-ce que c'est? Un voisinage, on vous le définit. Ici, si c'est des ensembles comme R, c'est comme tout simplement un intervalle. D'accord? Centré dans l'ensemble. Un intervalle, d'accord, dont l'ensemble est centré donc dans l'élément, je veux dire. D'accord? C'est un élément, d'accord, c'est un ensemble qui contient l'élément en question. OK, un intervalle. Donc, si c'est R, d'accord, c'est un intervalle, OK, qui contient l'élément. Et dans cet ensemble, on peut y introduire ou bien y déterminer un autre intervalle qui est centré dans l'ensemble, dans l'élément. Alors, je m'explique. Par exemple, je suppose qu'on a ça. OK? J'ai ici un élément, OK, donc x0. x0. D'accord? Alors, les ensembles formés de ce genre, d'accord? Ici, c'est donc x0 moins quelque chose. Et là, j'ai x0 plus même quelque chose, epsilon. Ça, c'est un intervalle qui est centré en x0. C'est-à-dire qu'on enlève une même quantité, on retranche, on ajoute une même quantité. C'est un intervalle centré en x0. C'est aussi un voisinage. Mais ce qu'on vous dit, c'est que pour tout voisinage, un voisinage contient, d'accord, il existe un intervalle de la sorte, d'accord, il existe un intervalle de la sorte centré en x0 qui est inclus dans le voisinage. Pour dire qu'un ensemble est un voisinage d'un élément, ça veut dire qu'il existe un intervalle de la sorte qui soit à l'intérieur. Un intervalle centré en x0 qui soit à l'intérieur, OK, qui soit à l'intérieur tout simplement de ce voisinage. Donc, je prends par exemple un autre ensemble quelconque, un intervalle, d'accord, là, et on me demande, d'accord, et ça, je vais dire que c'est un voisinage parce qu'il contient un élément de cette forme. D'accord? Ça, c'est les ouverts, d'accord, centrés en x0. Ces éléments-là, s'ils sont dans l'ensemble, dans un ensemble, d'accord, qui contient x0, ben ça veut dire que donc tout simplement, cet ensemble-là est un voisinage. OK? Tout voisinage, d'accord, contient un ensemble, d'accord, ou bien un intervalle centré en x0. Quand il contient un intervalle centré en x0, alors c'est un voisinage. OK? Donc, ça veut dire que tout ce qu'on veut caractériser, c'est le fait de pouvoir dire qu'il y a une partie à droite et à gauche du x0 dans l'intervalle. Si x0 est dans un élément, cet élément est un voisinage si tu as une partie gauche et une partie droite par rapport à cet élément. Il y a une partie à gauche et une partie à sa droite. OK? OK. Donc, comme ça, partie à gauche ici et partie à droite de x0. Donc, par exemple, ici, on donne un exemple de l'adhérence. Ici, on a l'ensemble grand A qui est 0, 1, union le singleton 2, 0 ouvert et 1 fermé. On demande de montrer que 1 est un point adhérent. Et on a dit que la définition de l'adhérence, c'est tout simplement de dire que l'intersection, tout voisinage que je prends de 1, l'intersection avec grand A, l'ensemble, pour dire que 1 est un point adhérent de l'ensemble, tout voisinage que je prends de 1, je l'intersecte avec grand A, je dois avoir que c'est différent de l'ensemble vide. Eh bien, soit V un voisinage de 1. V est un voisinage de 1. Ben, 1 est un élément déjà de V. C'est tout ce qu'il me suffit. 1 est un élément de V. Or, 1 est un élément donc déjà de cet ensemble grand A. 1 est déjà un élément de grand A. Je ne le précise pas ici, mais c'est déjà un élément de grand A. Il est là. C'est 0, 1, fermé. Donc, qu'est-ce que ça signifie? V inter A est donc différent de l'ensemble vide parce qu'il y a au moins 1. Il y a au moins le 1 qui est un élément commun non seulement du voisinage, mais aussi de grand A.
1 est un élément de V. Il est aussi un élément de grand A. Leur intersection est donc différente de l'ensemble vide. Il contient au moins 1. Donc, 1 est un point adhérent à l'ensemble grand A. Donc, 1 est un point adhérent à l'ensemble grand A. Le point d'accumulation est un peu plus difficile. Pour le point d'accumulation, c'est un peu plus difficile. Parce que pour un point d'accumulation d'un ensemble, on vous dit, pour qu'un élément soit un point d'accumulation d'un ensemble, il faut que tout voisinage que vous prenez de l'élément, vous enlevez le point même, c'est-à-dire le point x0 lui-même, dont on demande qu'il est pour le point d'accumulation d'un ensemble. Ce point x0, vous devez l'enlever. Si vous faites l'intersection avec grand A, vous devez avoir que l'intersection est non vide. Ça veut dire que on veut tous les autres candidats, si possible, mais différents de l'élément en question. Différents de l'élément en question cette fois-ci. Ça veut dire que ce n'est pas seulement V inter A maintenant, mais c'est V inter A, mais on enlève l'élément privé de 1, par exemple, dans ce cas. OK? D'accord? Ça veut dire ça. V inter A privé de 1. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans l'intersection à part le 1? C'est ça qu'on veut. À part le point x0 même. Donc, 1 est un point d'accumulation de grand A. Il faut que je prouve que tout voisinage que je prends de 1, son intersection avec A, il y a d'autres éléments, d'accord, différents de 1, qui sont à l'intérieur, dans cette intersection. Ils ont d'autres points en commun. Tout voisinage de 1 a d'autres points communs, d'accord, avec l'élément, avec l'ensemble grand A, d'autres points communs, en tout cas différents de 1. Donc, ce qui se traduit par V inter A privé de 1 est différent de l'ensemble vide. D'accord? Ou bien d'une manière générale, privé de x0 est différent de l'ensemble. Bien. Alors, soit V un voisinage de 1. Je vais prendre un voisinage de 1. Si je dis que j'ai un voisinage, j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'on peut intercaler, d'accord, un intervalle de la sorte. C'est ça un voisinage, sa définition. Donc, il existe epsilon positif tel que 1 moins epsilon, 1 plus epsilon est inclus dans V. Ça, c'est un intervalle qui est centré en 1. Je prends x0 comme ici, x0 moins epsilon, x0 plus epsilon. Ici, c'est le 1. Donc, 1 moins epsilon, 1 plus epsilon. Ça veut dire que c'est un intervalle centré en 1, dont le centre, c'est 1. Le rayon, c'est epsilon, qui est inclus dans le V. C'est pour ça que V est un voisinage de 1. Si j'exploite ça maintenant, or, 1 moins epsilon, 1 plus epsilon, cet intervalle-là, si je fais l'intersection avec A et que j'enlève le 1, il sera différent de l'ensemble vide. Pourquoi? Ben là, car 1 moins epsilon sur 2, d'accord, il est dans cet intervalle. Parce que là, j'ai l'intervalle 1 moins epsilon et 1 plus epsilon, n'est-ce pas? 1 moins epsilon sur 2 est à l'intérieur ici. Il est à l'intérieur d'ici. Et pourtant, c'est aussi un élément de grand A. Remarquons, regardez, grand A, 0, 1 fermé. À l'intérieur là, tout ce qui est entre 0 et 1 est dans l'intervalle. Donc, 1 moins epsilon sur 2, il est à l'intérieur de grand A parce que epsilon est positif. Je prends 1, j'enlève quelque chose. On est dans l'intervalle 0, 1. On est dans l'intervalle 0, 1. D'accord? Je m'assure que juste que le epsilon est suffisamment petit pour que 1 moins epsilon ne soit pas égal à moins quelque chose, mais reste toujours positif aussi. 1 moins epsilon sur 2 appartient à A. Il est aussi dans l'intervalle qui est inclus dans notre voisinage. Ça veut dire que donc le voisinage inter A, même si j'enlève le 1, il y a au moins un élément qui est le 1 moins epsilon sur 2 que je viens de dire. Et donc, l'intersection est différente de l'ensemble vide. Donc, l'intersection est différente de l'ensemble vide. Il contient au moins un élément qui est différent de 1 lui-même. Ça, c'est ce qui montre que 1 est un point d'accumulation. D'accord? Un point d'accumulation de grand A. D'accord? Et ensuite, on a
On a aussi la troisième question qui montre cette fois-ci comment exploiter aussi, essayer de montrer qu'un élément n'est pas un point d'accumulation. 2 n'est pas un point d'accumulation de A. C'est un contre-exemple. Donc, ça veut dire qu'il faut donc établir qu'il y a un voisinage au moins. D'accord? Je peux trouver au moins un voisinage tel que l'intersection avec A. Même si j'enlève le 2, j'ai l'ensemble vide. Même si j'enlève le 2, d'accord? Parce que, comme je l'ai dit, c'est le x0. Ce qui nous intéresse pour dire que c'est un point d'accumulation. Si on voulait montrer que c'est un point d'accumulation, je dois montrer que tout voisinage de 2, si je fais l'intersection avec A et que j'enlève le 2 lui-même, j'ai différent de l'ensemble vide. Mais on me dit de montrer que ce n'est pas un point d'accumulation. Donc, je dois dire que je peux trouver un voisinage de 2 tel que V inter, ce voisinage inter A, si j'enlève le 2, soit quand même égal à l'ensemble vide. Ça veut dire qu'ils n'ont rien en commun. Et donc ça, comme c'est le contre-exemple, et je cherche l'existence d'un ensemble pareil, donc là, je peux construire cet ensemble, je peux le choisir. Là, je choisis l'ensemble V égale 1,2, 2,3. Cet ensemble-là, tel qu'il est choisi, ben, je sais que si je fais l'intersection avec A, je ne vais pas avoir ce qu'il faut. Je vais avoir que c'est l'ensemble vide. Je fais en sorte de construire un ensemble qui contient 2, parce que c'est un voisinage. Ça, c'est un voisinage. Il faut toujours que 2 soit à l'intérieur du voisinage. Parce que j'ai dit que le 2, l'élément x0, le voisinage doit contenir un ensemble qui soit centré en x0. Le voisinage contient toujours tous ces éléments. Il contient toujours l'élément auquel il est le voisinage. Donc, voisinage de 2, cet intervalle, 1,2 et 2,3. J'ai mis 1,2. Ça veut dire que donc, remarquez que quand A, c'est 0,1 union 2, si je prends 1,2, on est en dehors de cet intervalle. 1,2 est en dehors de cet intervalle. 2,3 dépasse le 2 un peu vers là. Donc 2,3. Donc, j'ai pris un intervalle 1,2, 2,3 qui n'a rien en commun avec 0,1. Bien. Il n'y a qu'un seul élément, donc, dans ça. Dans 1,2, 2,3, il y a seulement le 2 qui est dans l'ensemble A. Tous les autres éléments ne sont pas à l'intérieur. OK? Et qu'est-ce que je remarque? Si je fais V inter A, on a 2 seulement, parce que V, il n'y a que 2 qui est dans V et dans A en même temps. Je l'ai construit exprès. Et donc, si j'enlève le 2 maintenant, ben j'ai que l'intersection entre V et A privé de 2 est donc égale à l'ensemble vide. Parce qu'il n'y a que le 2 comme élément commun. Donc si je l'enlève, il y a l'ensemble vide. Donc 2 n'est pas un point d'accumulation. Puisque pour qu'il soit un point d'accumulation, il faudrait que tout voisinage, si je fais l'intersection avec A, même si j'enlève l'élément en question, le 2, je dois avoir différent de l'ensemble vide. Donc voilà, 2 n'est pas un point d'accumulation. Et aussi un autre exemple, un dernier exemple donc, qui nous dit le point 0 est-il un point d'accumulation ou un point d'adhérent. Donc, soit V un voisinage de 0. Il existe epsilon positif tel que cet intervalle-là soit inclus dans V. Parce que si on est un voisinage de 0, on peut intercaler un intervalle centré en 0. C'est 0 moins epsilon sur 2 et 0 plus epsilon sur 2. Qui soit inclus dans le V. Moins epsilon sur 2, maintenant. Intersection avec grand A, privé de 0 est différent de l'ensemble vide, car, ben, si je prends epsilon sur 4, qui est différent de 0, il est dans cet ensemble. Epsilon sur 4 est dans cet ensemble. Il est plus petit que epsilon sur 2. Mais il est positif quand même. Et en plus, epsilon sur 4 est dans 0 sur 1, parce que là, tu as 0 et 1, l'intervalle. Epsilon sur 4 est un élément entre 0 et 1. Parce que epsilon est positif, epsilon suffisamment petit aussi. Donc, epsilon sur 4 va être un élément de l'intervalle. D'où, qu'est-ce qu'on a? V inter A privé de 0
est donc différent de l'ensemble vide parce que c'est même epsilon 4 qui est dans l'intervalle grand A. Parce qu'étant dans 0,1, il est aussi dans grand A. Étant aussi dans cet intervalle, il est dans le voisinage, puisque l'intervalle est inclus dans le voisinage. Donc le voisinage inter A privé de 0 contient au moins un élément qui est le epsilon sur 4. Donc il est différent de l'ensemble vide. Donc 0 est un point d'accumulation. 0 est aussi un point d'adhérent à A, puisque voilà, l'ensemble vide est égal à V inter A privé de 0. Cet ensemble-là est lui-même inclus dans V inter A. Implique que V inter A est différent de l'ensemble vide. OK? Parce que V inter A contient un ensemble qui, lui, est différent de l'ensemble vide. Donc, lui-même sera différent de l'ensemble vide. Ça, c'est pour dire que, si vous regardez bien la preuve, elle est évidente. C'est pour dire que tout ensemble, tout point d'accumulation est déjà un point d'adhérent. Un point d'accumulation est un point adhérent. L'inverse n'est pas vrai, mais un point d'accumulation est un point d'adhérent. Mais par contre, un point d'adhérent n'est pas forcément un point d'accumulation. Mais un point d'accumulation est un point adhérent, etc. Donc voilà. Donc là, c'était donc juste pour voir au moins un peu sur les histoires de voisinage, de points d'accumulation, c'est aussi dans le cours, ok, et donc de points adhérents, d'accord. Alors, y a-t-il des questions sur ça? Y a-t-il des questions sur ça? Bien. Donc voilà, donc si c'est bon, donc là à présent, comme on vient de faire pratiquement les 2 heures, donc vous allez donc regarder. Bon, déjà cette vidéo elle est enregistrée déjà. Ok, d'accord. Alors non seulement elle est enregistrée, mais en plus de ça, ok, donc je vais aussi mettre un autre lien aussi vers le YouTube. Elle est aussi enregistrée en même temps vers le YouTube, ce qui fait que vous verrez la version la plus claire à travers le micro. Ok. Et aussi comme d'habitude dans le forum de partage, je mettrai donc cette correction. Normalement c'est déjà mis, je sais pas, je vais voir. Et bien sûr la prochaine fois, dans l'intention de débuter les suites numériques la prochaine fois. Ok. Et tous les autres exercices de la fiche 1, vous pouvez essayer de les faire et de poser des questions. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, donc le point d'accumulation, là je définis que tout simplement un point d'accumulation, c'est juste un point qui vérifie la propriété suivante. Ça veut dire que quel que soit un voisinage de ce point-là, le point dont on dit que c'est un point d'accumulation, ici c'est l'exemple avec 1, mais sinon, si c'est d'une manière générale, on vous dit x0, montrer que x0 est un point d'accumulation d'un ensemble grand A, d'accord? Ok? Bon, il y a une grande différence, une petite différence. Donc là, on l'a vu à travers ici. Donc, sûrement quand je vais en parler, ok, donc ça va se faire ressortir. Il y a vraiment une différence. Alors, là, j'ai dit donc, pour un point d'accumulation, ok, ce qu'il faut voir, donc, c'est ça. On vous dit qu'un point d'accumulation d'un ensemble grand A est le point qui vérifie, d'accord, qui vérifie que pour tous ces voisinages, l'intersection avec l'ensemble dont on dit qu'il est un point d'accumulation, c'est-à-dire que x0, est-ce que c'est un point d'accumulation d'un ensemble A, l'ensemble grand A? Donc, on vous dit que pour faire la preuve, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que vous montrez que pour tout voisinage de x0, ce voisinage inter A, privé de x0 lui-même, est différent de l'ensemble vide. Ça veut dire que V et A ont des points des points communs. L'intersection entre le voisinage de x0 et l'ensemble A auquel donc on demande s'il est le point d'accumulation.
ces deux-là, si on fait l'intersection, ils contiennent au moins un élément qui est différent de x0 lui-même. Et là, il sera non vide. Par contre, un point adhérent, on vous dit tout simplement que tout voisinage x0 est adhérent à un ensemble grand A. D'accord? Ça veut dire que donc tout voisinage que je prends de x0, l'intersection de ce voisinage avec grand A est différente de l'ensemble vide seulement. Ça veut dire que même si le x0 est parmi les candidats, c'est bon. Dans le point d'accumulation, on a enlevé le x0. On dit que vous enlevez le x0, privé de x0, ça. Le x0 ici pour nous, c'est 1. Je donne la définition de manière générale, mais ici, dans notre application, c'est le 1. V inter A privé de 1. Le 1 ne fait pas partie des candidats. Si vous avez que ça, même si vous enlevez le 1, vous avez que c'est différent de l'ensemble vide, alors oui, vous avez que 1 est un point d'accumulation de grand A. Ici, par contre, on nous dit que V inter A est différent de l'ensemble vide. Autrement dit, même le 1 fait partie des candidats possibles. Si vous voyez que le 1 est à l'intérieur, ben c'est bon, vous dites que c'est différent de l'ensemble vide. Alors qu'ici, si le 1 est à l'intérieur, il faut l'enlever. Et voici un autre élément dans l'ensemble qui soit, d'accord, un élément commun de V et de A. Un autre élément différent de 1. Voilà la différence entre point d'accumulation et point d'adhérence. C'est vraiment différent. Et donc là, pour le point d'accumulation, comme j'ai dit, donc là, vous avez ça. Il faut montrer que pour tout voisinage de 1, d'accord, l'intersection avec A, si vous enlevez le 1 lui-même, il est différent de l'ensemble vide. Et ici, comment je fais la preuve? Soit V un voisinage de 1. D'accord, je prends un voisinage. Je sais que déjà, comme c'est un voisinage, ça veut dire qu'il y a un intervalle centré en 1 qui soit à l'intérieur de V. Il existe epsilon positif, tel que 1 moins epsilon 1 plus epsilon soit inclus dans V. Or, cet intervalle-là est inter A privé de 1 est différent de l'ensemble vide. Pourquoi? Parce que comme je l'ai conçu comme ça, je sais que 1 moins epsilon sur 2 est un élément de cet ensemble, de cet intervalle-là. Là, c'est 1 moins epsilon. 1 plus epsilon. 1 moins epsilon sur 2 est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. Je sais que 1 moins epsilon sur 2 aussi, je peux choisir epsilon de sorte que ce soit aussi dans A. Ok? Parce que A, c'est 0, 1, union 2. Le 0, 1 là, cette partie-là, je fais en sorte que 1 moins epsilon sur 2 soit à l'intérieur. Et si epsilon est suffisamment petit, il est à dedans. Parce que je retranche quelque chose de positif de 1. Je vais être ici dans 0 et 1. Donc, j'ai un élément qui est dans A, qui est aussi dans le voisinage. C'est-à-dire parce qu'il est dans cet intervalle 1 moins epsilon sur 2, qui lui est inclus dans V. Donc, 1 moins epsilon sur 2 est dans V. Il est aussi dans A. Donc, leur intersection, même si j'enlève 1, il y a au moins le 1 moins epsilon sur 2, puisqu'il est un élément commun de V et de A. L'intersection. L'intersection veut dire tous les éléments qui sont communs à V et à A. Mais sans le 1, eh bien, il y a 1 sur 1 moins epsilon sur 2. Il y a 1 moins epsilon sur 2, je viens de le voir. Donc, c'est différent de l'ensemble vide, parce qu'il contient au moins le 1 moins epsilon sur 2. Même s'il y en a d'autres, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que je puisse dire qu'il y en a au moins un, et que je puisse dire donc que c'est non vide. Puisque pour dire que quelque chose est non vide, il faut juste dire qu'il y en a au moins un élément à l'intérieur. S'il y en a d'autres, ça c'est pas, d'accord, quelque chose dont je m'occupe. Voilà donc, d'accord, pour les points d'accumulation et le point adhérent. D'accord, etc. Donc voilà. J'espère que là c'est bon. Et donc, on va donc, comme j'ai dit, donc je mettrai dans un partage si ce n'est pas déjà fait. La vidéo là, actuellement, elle est enregistrée. Donc, je le mettrai aussi sa version en YouTube aussi. Ok, ce qui fait que vous pouvez choisir entre ceux qui sont les plus clairs, etc. Et en plus de ça, donc, je vais essayer donc ensuite, donc, là, pour que la prochaine fois, en plus, on essaie donc de voir les suites numériques, ok, etc. Pour les autres exercices, vous essayez aussi de les traiter pour faire des exercices par rapport à tout ce qu'on a vu sur le premier chapitre. Essayez de faire les autres questions, les autres exercices, les autres questions de la fiche TD1
pour voir votre niveau de compréhension sur les choses. Posez vos questions dans le forum de partage. D'accord? On est là. D'accord? Donc, vous posez vos questions, on va y répondre, il n'y a pas de problème, etc. Vous pouvez même poster donc vos propositions de correction, etc. sur des choses, d'accord, dont vous voulez que peut-être que j'intervienne, etc. Voilà, il n'y a pas de problème. Ok, donc de ce fait, on va donc se dire à la prochaine. Ok, donc si vous n'avez pas d'autres questions, donc on se dira à la prochaine fois.